Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le nouveau Kia Sportage. Après plus de 6 millions de ventes dans le monde, un peu plus de 100 000 en France, le voici, le nouveau, donc le modèle 2022. Il sera commercialisé réellement à partir du 1er janvier 2022 en France. Aujourd'hui on fait les essais en Allemagne, on est proche de Munich, Munich ça doit être par là-bas. Il fait pas très chaud, il a neigé, mais on a vraiment de la chance, on a un beau soleil aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter la voiture en détail, les caractéristiques, les différentes motorisations, l'intérieur, les options qu'on a, etc. Aujourd'hui, on a une finition GT Line, on a la version hybride, alors qui pour moi l'hybride va faire sûrement un gros des ventes. La version 4 roues motrices, pas forcément en France, c'est pas ce dont on a le plus besoin, mais la version hybride, ce sera pour moi l'idéal. Il y aura aussi une version PHEV, donc je vous reparle de tout ça un petit peu plus en détail. Alors, quasiment tout est nouveau sur ce Sportage. Il reprend la même base que son cousin, le Hyundai Tucson. Le Hyundai Tucson, je pense que si vous connaissez la chaîne, vous avez forcément vu une des deux vidéos des Tucson que j'ai essayé. C'était jusqu'à présent ma voiture préférée et je trouvais vraiment que c'était le meilleur rapport qualité-prix jusqu'à là, tant en termes d'options, d'équipement, de confort, de qualité. Et Kia et Hyundai, donc c'est des marques cousines. C'est la même plateforme. Donc ça devrait être vraiment très sympa, ce Sportage nouvelle génération. Comme je vous disais, il y aura différentes motorisations. Donc on aura une version essence et une version diesel avec une micro-hybridation, donc les MHEV, donc micro-hybride, avec du 48 volts. Donc ça va être en gros seulement un gros start and stop. La version essence fera 150 chevaux, donc en micro-hybride, et la version diesel fera, elle, 136 chevaux. On aura ensuite la version HEV, comme celle-ci, donc hybride simple, donc pas hybride rechargeable. Celle-ci fera l'équivalent de 230 chevaux, ce qui est déjà vraiment très agréable pour le quotidien. Et ensuite la version PHEV, hybride rechargeable, donc on pourra recharger sur une prise, une wallbox ou autre, fera elle 265 chevaux, les mêmes motorisations que l'on retrouve sur le Tucson, bien évidemment. En version PHEV, donc la version hybride rechargeable, on pourra faire jusqu'à 60 km en full électrique. Et cette version, donc, c'est où ça alterne l'électrique et le thermique. Donc, on n'a pas forcément de référence, mais en gros, on fera 1,5 km. Ensuite, ça redémarre un petit peu le moteur. Ensuite, on fera quelques kilomètres. Et ça va permettre de baisser les émissions comme ça et réduire la consommation d'essence. Alors, il y a des nouvelles couleurs qui sont sorties en même temps. Donc, on aura un vert assez spécial qui s'appellera le vert Bornéo, qui est très sympa. Aujourd'hui, cette couleur-là, ça s'appelle le gris Sirius. Alors, il y a des petits reflets bleutés. Ça va bien avec la neige et ça me rappelle un petit peu l'Arctique avec des sortes de gris un petit peu bleutés comme ça. C'est plutôt cool, même si vous savez, si vous regardez la chaîne, que moi je préfère les couleurs qui sont quand même vraiment beaucoup plus punchy. J'aurais bien aimé essayer le green, mais il n'avait pas de disponibilité aujourd'hui pour moi en hybride, puisque ce que j'aime bien essayer, c'est les hybrides. Parce que pour moi, ça reste quand même l'avenir. Pas forcément les hybrides rechargeables, mais les hybrides comme ça, c'est quelque chose qui permet de ne pas avoir de malus et en même temps qui réduit un petit peu les consommations et qui en ville est plutôt agréable parce que lorsqu'on s'arrête à un feu, eh bien on va voir le moteur qui se coupe et on est dans le calme, le silence et on ne consomme pas énormément. Donc c'est la 5e génération de ce Sportage. Ça fait 28 ans qu'il existe. Ouais, c'est quasiment mon âge. Bon, j'ai un petit peu plus, mais 28 ans que ça existe le Sportage. Ça fait depuis 2010 qu'il est vraiment sorti en France et ça a été le best-seller de Kia. C'est vraiment ce qui a fait que Kia s'est démarqué à un moment et c'était le top des ventes de Kia. Donc je pense que ça va continuer, surtout avec ce look, ce design. Enfin, c'est vraiment très caractéristique. Donc sur cette voiture, on a un design vraiment retravaillé qui a été étudié spécialement pour le marché européen. Donc design en Europe par un Français. À l'intérieur, c'est le même design que ce qu'on retrouvera un petit peu dans le Kia EV6 qui a inspiré cette voiture. Et on verra que c'est très sympa. Si vous avez la vidéo du EV6, vous ne serez pas perdu lorsqu'on va être à l'intérieur. Donc comme je vous disais, 4 moteurs différents disponibles en France, essence, diesel, HEV, PHEV. Au niveau des dimensions de cette voiture, on est sur une voiture qui fait 4,51 m de long, 1,86 m de large et 1,64 m de haut. Et comme on peut le voir ici, on a des petites barres de toit. Pour parler tarifs, le Sportage commence à partir de 29 990 €, donc en gros 30 000. Et pour une version donc la plus haut de gamme avec la finition GT Line exclusive, plus le moteur PHEV, donc hybride rechargeable le plus puissant, donc le plus haut de gamme, ce sera 50 790 €.
Bon, pour concurrencer un petit peu les autres voitures comme le Tiguan, le 3008 et son cousin le Tucson, il a fallu quelques petites nouveautés sur ce Sportage. Donc on a amené aussi donc la version tout-terrain avec le all-terrain, où on pourra avoir les 4 roues motrices et pouvoir aller dans la boue, dans la neige ou dans le sable. Donc ça, on va pas pouvoir vraiment essayer puisque c'est pas forcément pratique d'essayer ça, et surtout en journée internationale comme ça, il faut pas casser la voiture et pas trop l'abîmer pour les autres journalistes qui vont venir les prochains jours. Mais ce sera une option supplémentaire si vous habitez la montagne, ça peut être bien pratique. Au niveau des points positifs avec Kia, c'est on a toujours cette garantie 7 ans ou 150 000 km. Ça, il y a quasiment personne qui le fait et ça reste quand même un vrai gage de qualité, parce que si Kia est capable de garantir ses voitures 7 ans, c'est qu'ils sont sûrs que ça va bien marcher. Alors que les marques de chez nous, c'est 2 ans. Et même certaines, ce serait 1 an. Même certaines, ce serait 6 mois si elles le pouvaient. Bon alors, sur l'avant de cette voiture, on va voir tout de suite le nouveau logo Kia, mais ce qui nous choque, c'est ces grands boomerangs ici qui vont être les feux de jour, qui vont intégrer ici ensuite. Donc les feux et les clignotants qui seront juste ici. Un capot, une calandre extrêmement large, comme on va pouvoir le voir, qui amène vraiment une grosse stature à cette voiture. Quand on la voit, on se dit waouh, c'est quand même assez gros. Et on a quand même une voiture avec un avant qui est assez plongeant. Donc ça va être pour l'aérodynamique, mais on pourrait, un petit peu comme le Sorento, l'imaginer plus haut et beaucoup plus costaud. Ici, donc, c'est juste une ligne, pareil, pour élargir tout ça, qui vient se terminer dans les feux. Ces gros feux boomerang, les feux LED ici, donc full LED. On a pareil, les anti-brouillards ici en LED, donc bien sûr full LED sur cette voiture. La finition ici, GT Line. Et la calandre qui est très sympa, c'est fini, chromé à l'intérieur dans les petits croisillons ici, et du noir devant. En fait, on a l'impression que ça fait des reflets, et quand on s'approche, on dit « Ah oui, c'est quand même bien travaillé ». Donc, il y a un bel effort qui est fait sur les détails. Le logo Kia, donc comme je disais, ce nouveau logo. Pareil, donc la même chose ici, mais là, ce sera tout noir. Pas d'entrée d'air là ou là. Là, c'est pareil, c'est rare que sur les voitures hybrides où on n'ait pas d'entrée d'air ici pour l'aérodynamique. Une belle lame ici sur l'avant qui a été, pareil, très travaillée. Franchement, il y a vraiment quelque chose qui a été fait sur cette voiture. Les capteurs ici pour les aides à la conduite, avec les caméras qui se trouvent là-haut. Donc on aura les aides à la conduite de niveau 2, centrage de voie, maintien dans la file et régulateur adaptatif. Ça, c'est vraiment bien. Sous le capot, j'espère que vous avez suivi. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de vérin. Et le capot est quand même assez lourd. Un petit effort sur le capot pour alléger tout ça, ça aurait été pas mal. Donc, si vous avez bien suivi, 4 moteurs, essence, diesel, hybride rechargeable. Donc aujourd'hui, c'est la version hybride simple. Sur le côté, on reconnaît tout de suite un SUV, voiture un peu surélevée. Les arches de roue ici, alors ce qui est bien, c'est qu'elles ne sont pas en plastique mat, c'est de la peinture qu'il y a dessus, donc c'est plutôt joli. Il faudra faire attention par contre à l'entretien, parce que je vois déjà que les gens ont frotté et il y a des petites rayures, donc attention lorsque vous entretenez votre voiture. Petit rappel ici en noir comme ce qui est repris ici, plus un long bandeau où c'est un petit peu chromé. Des poignées type frigo, rétro en noir, puisqu'on a une sorte de biton ici sur la voiture, un long bandeau ici chromé, et donc il y a un détachement ici, et ensuite ça repart là, et ça fait le tour de l'arrière. Alors ça, c'est assez spécial, j'avais jamais vu ça, ça s'arrête là et que ça reparte d'un coup. Assez original. Pareil, en ligne forte, on a ça ici, une qui traverse les 2 portières. Les arches de roue, donc comme je disais, jusqu'à l'arrière, ça c'est vraiment les codes du SUV actuellement. Au niveau des jantes, on aura le choix à partir du 17 pouces jusqu'au 19 pouces. Aujourd'hui, on est équipé en pneus Michelin Alpin 5, puisque en Allemagne, il est obligatoire d'avoir des pneus l'hiver, et c'est bien pratique aujourd'hui, comme on a de la neige. N'oubliez pas qu'en France, il est obligatoire maintenant dans certaines régions d'avoir des pneus hiver pour l'hiver, à partir du mois de novembre. Dans les rétros, on trouve également des caméras, puisqu'on a le pack de caméras 360, ça je vous montre ça juste après, vous allez voir la qualité est magnifique, c'est top d'avoir des si bonnes caméras dans une voiture de cette gamme-là. Certaines marques un peu plus haut de gamme feraient bien de s'en inspirer d'ailleurs. Au niveau de l'arrière, comme à l'avant, c'est pareil, très travaillé, on a ce grand bandeau tout de suite qu'on voit qui vient étirer la voiture. Donc on prend des feux, alors on n'a pas un feu tout le long en LED, on a seulement sur les côtés, pareil, donc avec des formes ici un peu triangulaires, hop, une sorte de boomerang. Bien sûr, on a également du full LED ici sur l'arrière. Ça, c'est les feux
lorsqu'on va rouler. De nuit, on a le petit rappel GT Line ici, le nouveau logo Kia qu'on retrouve maintenant sur toutes les voitures. Toutes les nouvelles voitures produites chez Kia ont ce logo ici. Vitre assez inclinée, on a l'essuie-glace caché comme sur le Tucson ici. Alors ça, je trouve ça beaucoup mieux qu'avoir un essuie-glace posé là qui vient balayer ainsi. Là, il est toujours caché, c'est pareil, ça le préserve aussi des intempéries et ça permet qu'il s'use un petit peu moins le caoutchouc. Donc caché là-haut et il balayera de cette façon. Le troisième feu stop avec un long béquet, le béquet fait tout ça. Ah, c'est une table, si vous l'enlevez, vous en faites une étagère. Ensuite sur l'arrière, alors comme on peut voir, il y a du noir, de la peinture, bandeau noir, de la peinture, bandeau noir, et à chaque fois tout ça, ça va venir élargir un peu la voiture. Et ce qu'on se dit souvent, c'est quand on a une voiture large, c'est qu'on a une voiture assez haut de gamme ou une belle grosse voiture. Et ça aussi, psychologiquement, c'est intéressant. On a les réflecteurs ici à l'arrière, les feux anti-brouillard, une sorte de petit extracteur d'air ici, et on a un échappement qui est juste là en dessous, mais qui n'est pas apparent. Le petit endroit pour le crochet, les capteurs et la caméra à l'arrière. Le petit rappel Sportage pour vous rappeler ce que vous avez acheté. J'aime bien l'inscription donc avec l'écriture de cette façon. Ça rappelle un peu ce qu'il y a, ça fait vraiment beaucoup plus moderne que ce qu'il y avait avant. Au niveau du coffre, hop, on a la chance d'avoir un haillon automatique aujourd'hui. Et là, on arrive sur un grand coffre. Alors, avec une plage ici, qu'on peut enlever donc manuellement. À l'arrière, on trouvera donc un plancher plat ici et des rangements à l'intérieur en dessous. On pourra opter pour une roue de secours ou sinon avoir pas mal de choses. Si vous optez pour la version hybride rechargeable, tout ça, ça disparaît et il vous reste juste ce coffre-là. Pour la version hybride rechargeable, on aura jusqu'à 586 litres tout de même. Et là, si je veux rentrer dans le coffre, regardez, j'ai vraiment aucun souci, c'est facile, il y a de l'espace. Et on peut rabattre les sièges également pour avoir un volume énorme. Une petite prise 12 volts ici, des petits crochets pour mettre les filets, bien pratique. Je peux rabattre les sièges directement en tirant sur cette poignée. Et là, j'ai accès à un plancher plat jusqu'au siège avant. Donc là, comme je l'avais baissé ça, comme je vous disais, on a un plancher plat ici. Et une fois qu'il est en bas, le siège ne bouge pas. Donc pareil, lorsqu'on va aller sur route, ce ne sera pas gênant. Je retiens mon petit levier ici et je vais monter, m'installer. Hop, je vais me mettre au chaud. Ah. Bon, je vais vous montrer ça aussi puisque les sièges à l'arrière s'inclinent plus ou moins. Là, le siège est reculé parce qu'à chaque fois que je descends du véhicule, le siège se recule pour pouvoir me faciliter la descente. Donc moi, je fais 1m80 et comme vous pouvez le voir, même en faisant 1m80, et le siège qui est reculé, j'ai encore d'espace. Donc là, concrètement, c'est pour une personne qui fait 2 mètres avec cette position de siège. Très bonne chose, j'ai de la place sous le siège, donc je peux mettre mes pieds. Et les sièges, alors ce que j'adore, c'est que sur ces véhicules, on a le réglage de la banquette sur beaucoup de niveaux. On peut commencer là. Alors, personne ne va voyager comme ça. Mais ensuite, on a le niveau là, 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 là. Donc, en gros, une dizaine de niveaux jusqu'à ici. Et regardez là, à quel point c'est relax pour moi, puisque je suis vraiment en arrière. Je me relève mon appuie-tête. Et je pourrais faire une sieste ici, je ne vous raconte pas à quel point c'est bien. J'ai une très bonne visibilité sur l'avant. L'appui-tête est tout petit. Alors ça, j'adore quand l'appui-tête est petit puisque ça me permet d'avoir une vision sur l'avant. Je déteste quand c'est très large et je me sens étouffé à l'arrière, alors que là, pas du tout. Autre chose sympa, ça c'est une sorte de porte-manteau. Vous pouvez mettre votre manteau ici. Ou autre chose, si vous voulez mettre une tablette, vous pouvez la fixer ici pour des enfants ou autre. C'est plutôt pratique. Alors la tablette, je pense qu'elle bougera peut-être un petit peu, même s'il y a un petit bout caoutchouc. On a des petits crochets ici pour accrocher des sacs ou ce que vous voulez. Dans les sièges, ça j'adore chez Kia, on a des prises USB-C ici, dans les sièges directement. Donc si vous avez votre téléphone, vous pouvez connecter ici, et vous l'avez juste là, avec le fil qui vient là, plutôt que de le mettre en bas, où on peut taper dans les pieds, alors que là, il ne gênera pas et on ne risque pas de l'abîmer. Les portes plastiques durent un peu partout, sauf une sorte d'alcantara à cet endroit-là, et du cuir sur cette version GT Line. Le plastique a l'air plutôt quand même bien fini, hein. La qualité est pas mal. On a le son Harman Kardon aujourd'hui à l'intérieur, sonorité vraiment correcte. Il y a des choses qui se font un petit peu mieux, mais c'est déjà vraiment très bien Harman, hein. Tout petit rangement par contre, pour mettre une petite bouteille ici à l'intérieur,
siège chauffant pour les 2 sièges à l'arrière, donc aux extrémités, ça c'est vraiment sympa. Fenêtre, la poignée d'ouverture ici. Au niveau de la tête, c'est comme les jambes, j'ai vraiment de la place et même si je me mets tout droit, je touche même pas là-haut. C'est juste extra. La coudoir centrale en cuir ici. Alors je vous avoue que celui de gauche est plus bas, celui-ci est plus haut, donc je suis un petit peu comme ça. Il aurait mérité d'être un peu plus bas ou celui de gauche un petit peu plus haut. Parce que j'aime pas quand c'est pas parfaitement symétrique. Bon, en tout cas il est là, double porte-gobelet intérieur, pas de trappe à ski. Hop, mais est-ce qu'on peut le rabattre lui tout seul? Oui, normalement il y a quelque chose qui doit pouvoir le rabattre. Une poignée ici qui me rabat tout ça, donc pas de trappe à ski, mais on est en 40, 20, 40, 40, 20, 40. Ce qui permet d'avoir accès au coffre ici s'il n'y a personne, donc avec la petite poignée ici. Hop, fixation top taser et isofix sur les 2 sièges sur les côtés. Là, on n'a pas le top taser, mais est-ce qu'on a l'isofix? Non, pas l'isofix à l'avant droit. La place du milieu, donc les ceintures sont intégrées ici. Alors, on a un tout petit tunnel central, il est haut comme ça. On a une vraie version 4x4, donc ok, on tolère le tunnel central. Et au milieu, c'est pareil. Alors, avant que j'aille toucher la tête, j'ai énormément d'espace. Je suis bien, j'ai une bonne visibilité. Le dossier, par contre, lui est dur, comme c'est un accoudoir. Au niveau des fesses, ça va, c'est correct. C'est beaucoup plus ferme que les sièges sur les côtés. Les sièges sur les côtés qui, d'ailleurs, sont très sympas avec des surpiqûres, du cuir un petit peu perforé pour pas avoir trop chaud l'été et des petits bouts d'alcantara sur les côtés qui font des petits rappels, donc comme ici et ici, assez sympathique. Petit point négatif pour moi, alors on n'a pas forcément le choix quand on a un 40, 20, 40, c'est la ceinture qui est positionnée tout là-haut. Hop. Donc il faut que j'aille la chercher là-haut. Et c'est un système assez particulier, donc il faut l'enlever, enlever ça, ça. Donc on connecte d'un côté, ensuite on vient faire le tour sur nous et on le met de l'autre côté. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pensé à ça pour ne pas que ça bouge. Et lorsqu'on la remet là-haut, c'est aimanté. C'est pas mal. Mais ça m'embête un peu d'avoir une ceinture à les remettre là-haut. À l'arrière, on a également une clim ici où on peut régler notre température. Donc une clim trizone. Une petite partie ici où on peut vider nos poches. Ou par exemple, un smartphone tiendra ici sans problème. Bon allez, on passe à l'avant où c'est le meilleur endroit et ensuite on va l'essayer. Allez, je vous emmène avec moi à bord de ce nouveau Sportage. Bon, on va commencer par les sièges. Donc finition GT Line aujourd'hui, siège en cuir. À l'arrière, on a à peu près les mêmes au niveau du design. Donc avec du cuir perforé. L'Alcantara ici, donc ça c'est vraiment très agréable, c'est doux. Le brodage GT Line et voilà à quoi il ressemble. Sur les côtés, il remonte assez, donc ce qui permet d'avoir un bon maintien. Et comme c'est de l'Alcantara ici, pareil, on ne glisse pas. Pareil sur les extrémités, sur les côtés, des sièges à cet endroit-là. Siège réglable électriquement ici. Et on va aller s'installer à bord. Donc, je vais me reculer mon siège pour être au top et en même temps, je vous présente la porte. Donc la porte, la poignée en haut avec la mémorisation des sièges sur 2 positions ici. Une finition un petit peu qui pourrait faire croire à du carbone de loin. Les réglages des fenêtres juste ici, les réglages des rétros, le verrouillage du véhicule, une partie plastique pour venir tirer la porte si on veut là, ou je sais pas vraiment à quoi ça sert, c'est un petit élément de design. La poignée en cuir, de l'Alcantara dans l'intérieur de la porte, du plastique un petit peu moussé sur le haut, une partie plastique un peu plus dure ici, et le bas tout en plastique avec les enceintes Harman Kardon, le pédalier ainsi. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le pivot en bas, donc ça fait comme une voiture de sport avec le pivot en bas. Le volant qui est réglable en hauteur et en profondeur, donc on a pas mal de réglages là-dessus. Alors je vais vous la démarrer. Pour démarrer, pied sur le frein et ici. Hop. Et voici le petit son que ça nous fait quand ça démarre. Alors voilà la vue conducteur donc sur le volant. Je vais relever ça là-haut. Beau volant avec un petit méplat en bas, volant tout en cuir sur cette finition, un cuir qui est doux. Alors, il y a une toute petite épaisseur de mousse derrière ce cuir qui permet que lorsqu'on le tient, alors on s'enfonce un petit peu mais très très légèrement, mais ça participe à avoir un bon feeling.
le nouveau logo Kia, le petit GT Line sur le bas. Sur la gauche ici, on retrouvera donc la commande vocale, les modes ici pour la musique. Donc en gros tout ce qui est touche multimédia c'est ici, le volume, changer de musique ou de radio, décrocher au téléphone ou raccrocher, et une touche favori que vous pouvez personnaliser. Sur la droite, ce sera pour faire défiler les menus au fond là-bas. Donc on pourra personnaliser sur 4 menus. Donc on aura en gros la voiture, la navigation, les infos et les aides à la conduite. Ensuite, on active ici le régulateur. On change ici les menus qu'on a sur l'écran derrière. Et ça, ce sera pour le régulateur, mettre plus ou moins ou l'activer, le désactiver. Ça va être pour la distance avec le véhicule qui nous précède. Donc régler la distance entre lui et nous lorsqu'on a le régulateur adaptatif. Et ça va être pour la conduite automatique, donc de niveau 2, pour que le véhicule reste au centre de sa voie et tourne le volant tout seul sur la route. Derrière le volant, on a des palettes donc qui vont jouer seulement pour la boîte de vitesse. On n'aura pas de récupération grâce aux palettes. Derrière à gauche, on a les commodos pour les feux. Donc on peut activer ces feux. À chaque fois, ça nous met les informations ici, savoir ce que je choisis. Le mode auto sera privilégié. Ce sera beaucoup plus pratique. On a les anti-brouillards avant et arrière et les clignotants. Et regardez, les clignotants, ça j'adore. C'est la meilleure invention du siècle. Alors on se dit ces gadgets, mais quand on les a, qu'est-ce que c'est bien, et c'est vraiment une vraie sécurité au quotidien en plus. À droite, ce sera pour les essuie-glaces juste ici. On a bien sûr également un mode auto et l'essuie-glace arrière disponible aussi. Sur le côté ici, on aura de quoi désactiver le SP, réinitialiser la batterie 12 volts et ouvrir le coffre à distance. Ça, c'est le frein à main. Hop, je l'active comme ça, ou sur le frein, et j'appuie vers là pour le désactiver. Un aérateur là, un autre là-bas, un autre là-bas, et deux ici. Alors ça, c'est assez original, parce que pour une fois, c'est pas symétrique, vous avez vu. Il y en a un là, ici, et un là, ici. Alors c'est symétrique par rapport à cette grande dalle d'écran, donc ça entoure l'écran. Alors ça, c'est très original. Et en avoir deux ici, plus un petit là-bas. Alors, c'est rare que ce soit avec un design ainsi. Je pense que personne l'a noté, ça. Ensuite, donc, les écrans, deux écrans. On retrouvera un pour le divertissement ici, un pour la conduite juste ici. Très lumineux. Et regardez en plus, alors je ne sais pas si vous allez le voir, c'est incurvé. C'est pas tout droit. Donc, lorsque vous conduisez, tout est tourné vers vous. Et vous avez vraiment voilà, cette vision où les écrans sont pour vous. C'est vous, le maître à bord. Vous avez acheté cette voiture. Qui s'occupe bien de vous. Donc ici, comme je vous ai montré, là, on a les kilomètres-heure, là, on a la consommation. Donc ça, c'est une consommation sans limite, en ayant fait de l'autoroute, de la ville, en ayant poussé un petit peu, vraiment sans me restreindre. On sera facilement à 1 litre ou 2 en dessous en roulant tranquille sur des petites routes. Donc comme je vous disais, ça, on peut modifier ici et avoir toutes les informations. Comme on a une 4 roues motrices aujourd'hui, voilà à quoi ça ressemble et ça nous dit la puissance que ça distribue sur les roues. Et ensuite, je peux avoir d'autres choses, les températures ici par exemple, et si je veux revenir là, les consommations. Donc par exemple, là, vous voyez les consommations plus réelles avec 6,9 litres de moyenne sur 260 km. C'est plus correct que ce que j'ai affiché là, parce que là, j'y suis allé un petit peu plus fort. Ensuite, cet écran tactile ici, donc comme on connaît chez Kia, donc avec toutes les informations. Alors j'aime bien que ce soit un petit peu violet, bleuté. C'est très sympa, ça me fait penser au thème de chez Mercedes. J'adore, moi, ces couleurs, je trouve ça vraiment agréable et c'est apaisant également. Donc ici, l'hybride, ça me dit la moyenne que j'ai eue, combien il me reste de batterie, combien j'ai utilisé de moteur. Donc ça, c'est le petit mode qu'on a en plus sur les versions hybrides. La navigation et la carte, donc ça, c'est où je me trouve. Donc c'est bien sûr totalement tactile. La navigation est très bien. Je vous montrerai un petit peu pendant l'essai. Hop, et j'ai toujours ma touche Home pour revenir comme sur un smartphone là. Le téléphone, phone projection, donc on peut projeter le téléphone, des notes vocales. La clim, on a un raccourci ici. Ensuite, je vous remonte la clim en dessous parce que vous allez voir, c'est vraiment top ce qu'ils ont fait en dessous. Je peux régler ma température en bizone également. Je peux même auto déshumidify, donc enlever l'humidité. Top. Hop, le mode valet, le mode silencieux, le Kia Connect, le Kia Live, les réglages, la radio, les médias,
on a bien sûr la radio DAB, etc. Et dans les réglages, donc là, le véhicule est en anglais, mais j'ai les réglages du véhicule, la navigation et tout ce dont j'ai besoin juste ici. Voilà pour cet écran en dessous, donc aérateur, le warning, juste ici. Et là, on arrive à ce bloc ici, comme on a dans la Kia EV6, donc le nouveau modèle haut de gamme full électrique de chez Kia. Ils ont repris cette partie. Alors ça, j'adore. Parce que regardez, on dirait presque des touches tactiles et physiques. Et en fait, il n'en est rien. C'est un écran. Ce ne sont pas que des touches, c'est un vrai écran. Donc, on a la possibilité, par exemple, lorsque je suis en mode navigation, à avoir mon raccourci map ici ou nav ici, à changer de musique, la radio, etc. Et à partir du moment où je touche le volume ici, ça devient volume. Et si je touche ça, ça va devenir la clim où je vais pouvoir régler ma température. Et ça, c'est excellent. Donc, au final, même si on n'a pas la clim en matérialisé vraiment tout le temps, on a juste appuyé ici et ça passe en climatisation. Sinon, il me semble que non, pas comme ça. Ça, c'est pour allumer et éteindre. Donc, si par exemple, je touche Auto Climate, ça va repasser en mode clim. Et ensuite, il faudra repasser en mode navigation pour avoir les menus avec les raccourcis. Avec la clim, on aura la température que l'on règle en bizone, la clim, la vitesse de clim ici, des embuages et où vous voulez être ventilé. En plus, on peut synchroniser ou désynchroniser grâce à ça. Le dégivrage avant, arrière ici. Ensuite, en dessous, on aura un bac de rangement ici. Donc sur toute cette console laquée ici. Donc regardez, quand c'est fermé, c'est plutôt joli. Ici, port USB, un USB-C ici pour connecter Android Auto, Apple CarPlay, donc on pourra connecter ici. La prise 12 volts, le chargeur par induction juste ici. Quand on referme, c'est quand même beaucoup plus joli tout le temps quand c'est fermé. Ici, de quoi démarrer la voiture, start and stop. Là, on a pas mal d'options. Ça, c'est la chaleur ou la fraîcheur. Siège chauffant sur 3 positions pour moi ici ou pour mon passager sur 3 positions. Et on a les sièges ventilés. Donc, en option, ça devient bleu ici quand c'est ventilé sur 3 positions. Là, je ne vais pas le mettre parce qu'il fait assez froid. Et mon option favorite, le volant chauffant. En hiver, l'idéal. Cette option, c'est un régal. Ensuite, la boîte ici, où on va passer nos rapports. Parking de cette façon. Reculé, on tourne à fond sur la gauche et on a les caméras de recul. Donc là, comme vous pouvez le voir, grosse caméra de recul à l'arrière, de très bonne qualité, caméra 360 ici. Ce qui est excellent, comme sur un modèle très haut de gamme. Regardez cette version 3D. Je peux aller au-dessus, sur le côté, tourner. Et en plus, vous avez vu, c'est vraiment réactif. Donc ça, vraiment top. Bravo Kia d'avoir fait ça. Et ensuite, j'ai toujours la version 360 ici. Et je peux retourner sur des versions plus classiques de cette façon. Lorsque je passe en mode drive et que j'avais ma caméra, ça me met les caméras ici, donc sur les roues. Et je peux choisir, pareil, de l'avoir là ou à l'avant de cette façon. Ou à l'avant de cette façon. Ouh là 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 là! Faire exprès, j'ai dû toucher là. J'ai touché la touche dégivrage. Ça s'est un petit peu emballé. Donc là, je suis en marche avant, par exemple, et je peux toujours donc jouer avec mes caméras. Hop, et je peux retourner à touche home de cette façon. Je reviens en parking. Ensuite, des nouveautés ici. Donc la touche drive et terrain. Donc ça, drive, lorsque je vais appuyer ici ou terrain, ça va m'afficher 2 menus à cet endroit-là. Donc là, par exemple, j'ai le mode éco. Je peux sélectionner éco ou sport. Alors la différence que vous allez voir, on a juste un coup de tour qui s'affiche ici et le petit mode sport qui vient en bas. Lorsque je mets terrain, j'ai le mode snow, le mode mud, le mode sand. Lorsque j'ai le mode sand, j'ai le downhill brake control. Ça veut dire que ça va être l'assistance à l'aide en descente lorsque ça va descendre fortement, que je peux activer ici ou désactiver ici. Le auto hold, ça va me permettre lorsque j'arrive à un feu de ne pas avoir à freiner ma voiture. Donc en gardant le pied sur le frein, la voiture va rester arrêtée toute seule. Ça, c'est pour les bip bip de parking, donc les radars. Et ça, c'est les caméras que je peux activer ou le parking automatique. Hop, et là, donc ça me réactive ça. Ensuite, double porte-gobelet ici. Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup ici, c'est ça. Alors, regardez, là j'ai la clé, mais je peux retourner ça ici et ça fait que j'ai beaucoup plus d'espace et je peux en refaire un porte-gobelet. J'adore ça. Beaucoup plus spacieux et beaucoup plus pratique pour ranger pas mal de choses. La clé, je ne vous l'ai pas montré, elle ressemble à ça. Donc la clé de ce nouveau Sportage avec
le parking à distance. Donc ça, c'est le parking lorsqu'on est en dehors du véhicule pour reculer la voiture, avancer la voiture et la démarrer à distance. Ensuite, on a la clé sur le côté. Alors ça, j'aime beaucoup pareil. Verrouillage, ouverture et ouvrir le coffre à distance également. Hop, un rangement ici assez spacieux, mais pas hyper profond. Le siège donc ressemble à ça, regardez avec cette lumière, j'adore quand il y a des beaux petits effets de lumière. Waouh, c'est cinématique comme plan. Avec un appuie-tête, donc comme je vous disais, très sympa et original, qui est petit et qui gâche pas la vue des gens derrière. Et ensuite, donc retour sur une vision globale du tableau de bord. En haut ici, donc mon rétroviseur avec des bords fins, pas borderless, c'est dommage, ça aurait été le petit détail qui aurait tué. Pour vraiment être parfait, la lumière ici, si on veut que ça s'allume lorsque on ouvre les portes, la touche SOS, voilà, très simple là-haut. Ici, hop, un très grand miroir. Alors ça, j'aime beaucoup le fait que ce soit un grand miroir, parce que là on peut vraiment se voir si on veut faire se faire beau. Hey, salut toi. Et on peut décider que la LED au-dessus s'allume ou pas. Au niveau de la boîte à gants, on a une boîte à gants normale. On pourra mettre une bouteille d'1,5 litre, mais pas grand chose de plus. Hop. Et la vision sur l'arrière, donc comme on peut voir, les sièges sont quand même loin. Ça prouve vraiment qu'il y a de la place. On voit que les passagers auront de l'espace et que le dossier, comme il est incliné, ça va être confortable. Et là, la vision sur l'arrière, c'est plutôt correct. Bon, il vous faudra quand même vraiment la caméra de recul pour que ce soit bien plus pratique. Bon allez, c'est parti, on va commencer à l'essai donc routier dynamique de ce nouveau Sportage. Hop, ceinture. Donc on a le sélecteur ici, donc le rond comme dans le Kia EV6 ici. Alors regardez, hop, je sais pas si vous voyez bien, là. Donc je tourne vers la droite, cette grosse molette, parking C, on appuie ici, reculer, on tourne vers la gauche et reculer, vous avez vu, les caméras 360 sont juste magnifiques. Donc comme je vous disais, on peut avoir la version vue 360, ça c'est extraordinaire. Donc là, cette fois-ci, je vais en avant et lorsque je repasse en avant que j'ai eu les caméras, là, je vois mes roues. Donc vraiment, les caméras, ça nous aide énormément de nos jours. Donc drive, hop, le bruit du clignotant. J'ai mes caméras en plus qui s'affichent ici avec l'angle mort qui est grâce sous le rétro qui me montre ce qu'il y a derrière moi. Franchement, là, si vous avez un problème, c'est que vous êtes vraiment pas doué. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on a la version hybride simple. Et en plus, donc en version 4x4. Elle existera aussi en 2 roues motrices. 2 roues motrices, c'est sûrement ce qui sera le plus vendu. On a pareil, donc les versions essence, diesel ou hybride rechargeable qui vont arriver à partir de mars, que vous pourrez déjà précommander. Alors, ça, c'est la dame qui me parle. Je vais l'enlever. Voilà, ça c'est bien. Quand je l'entends plus. Donc, voiture hybride, donc ça veut dire qu'il y a le moteur qui va rouler et en même temps, des fois, la batterie lorsqu'on va freiner par exemple. Donc, par exemple, là je freine, ça régénère de l'énergie et ensuite je peux passer en électrique si besoin. Hop. Donc, on a largement assez de puissance avec ces voitures. Oh, regardez, ça avance déjà pas mal. Alors ce qui est bien, c'est que lorsqu'on n'appuie pas trop sur l'accélérateur, là par exemple je suis repassé en électrique et le moteur redémarre dès qu'il y a besoin, puisque à partir du moment où il est sollicité, il va revenir. Hop. J'adore, là j'ai le volant chauffant. Alors je sais pas si vous voyez, il y a un petit peu de neige un peu partout, il a neigé et c'est vraiment très agréable d'avoir le volant chauffant pour se réchauffer les mains. Là par exemple je suis en électrique. Donc l'hybride, c'est vraiment bien pour ça, ça va gérer tout seul, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Vous pouvez repartir gentiment et hop, ça redémarre le moteur. Alors, le moteur est assez discret, on l'entend un petit peu, mais dès qu'on a un régime stabilisé, c'est calme. Quand on va accélérer un peu plus fort, on va l'entendre, mais ça reste franchement correct. Et ensuite, on va essayer de s'insérer de façon assez dynamique. Hop. Et regardez, à fond, jusqu'à 70 et je suis à 70. Ça envoie plutôt pas mal, c'est vraiment correct.
Alors, là on est à 70. C'est repassé en électrique, donc vraiment la voiture en fait va jouer tout le temps. Thermique, électrique, thermique, électrique, thermique, électrique, sans que vous le sachiez. Si vous y prêtez vraiment pas attention, lorsqu'on roule à cette vitesse, on va très peu entendre la différence. Si on se met un petit peu de musique, on saura quasiment jamais quel est le moteur qui tourne, sauf quand on accélère vraiment fort. Alors, en rond-point, donc là, je vais me laisser le clignotant. Je vois que je suis plutôt bien maintenu, donc là je suis dans les sièges de la GT Line. Et bien franchement, là au niveau du dos, j'ai un bon maintien. La voiture accroche plutôt pas mal. Alors j'ai pas mal de choses dans le coffre qui se baladent. Et en prenant un petit peu plus de rythme, alors c'est un peu gras, et ben ça tient bien la route. J'ai un poil de survirage, donc c'est l'arrière qui glisse un petit peu. Et franchement, hop, et ben ça tient plutôt bien la route, hein, parce que là on y va quand même assez fort. Alors j'ai pas la vitesse, et c'est assez bluffant. Allez, on va aller faire un petit tour sur l'autoroute. Et puis même... Hop. Ouh là là, mon pauvre bretzel à l'arrière. La tenue de route, alors chez Kia, c'est toujours un petit peu plus dynamique que la marque Cousine. Et hop. Ah non, c'est pas l'autoroute ici. Alors j'espère qu'il n'y a pas de péage. Je vais essayer d'aller prendre un petit bout d'autoroute. Ah non, c'est bon. Ça me dit quand même que je vais devoir prendre l'autoroute, donc je suis content. À 90, donc en France chez nous on roule à 90, ici on est en Allemagne, ils roulent à 100 sur ce genre de route, donc je vais essayer moi à 90 avec nos vitesses de chez nous. Alors là c'est pareil, c'est repassé en EV parce que ça ralentit un peu. Plutôt confortable, l'insonorisation est plutôt bonne, alors on entend quand même un petit peu les véhicules qui passent. Mais c'est vraiment pas hyper gênant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est à chaque fois qu'on ralentit, bah, ça repasse en mode électrique. Au niveau de la conduite, moi je suis bien. Alors cet accoudoir ici ne bouge pas, mais il est quand même assez bien placé pour que j'ai mes mains sur le volant. Ça reste agréable, hein. J'adore à chaque fois le fait d'avoir l'angle mort affiché sur l'écran. Ça c'est vraiment un gros plus que Kia sait faire. Donc la tenue de route, vraiment bien. Et là, on va aller s'insérer sur l'autoroute. Donc, on va aller se mettre à 130. La direction, on a un bon feeling, vraiment. Le train avant est assez direct. Et si besoin, on a pas mal de relance, hein. Non, c'est vrai qu'en Allemagne, c'est 120. Ce n'est pas 130 comme chez nous. Bon allez, hop, on double. Donc pareil, je peux regarder ma petite caméra ici et enfin, ça c'est la musique et 120. Ce qui est bien, donc c'est qu'on a, lorsqu'on est sur autoroute, la reconnaissance des panneaux et la voiture, grâce à la navigation, va se mettre à la bonne vitesse. Donc là c'est 120. Une fois que j'ai réglé 120, si ça va baisser, la voiture va gérer d'elle-même. Ça c'est une bonne chose. J'ai toutes mes aides à la conduite sur cette voiture, donc la conduite de niveau 2. J'ai pas besoin de toucher ni au volant ni au pied. La voiture se débrouille toute seule. Ça maintenant on le découvre, hein, sur vraiment quasiment toutes les voitures. Et c'est vraiment agréable. Alors regardez, là je vais faire exprès, par exemple il y a le camion devant qui vient de se mettre. La voiture ralentit toute seule. Donc c'est très agréable ça qu'on a du long trajet ou de l'autoroute à faire. Et ensuite, bah, bien sûr, je peux redoubler. Hop, allez, pied à fond. Alors voilà, ça y est, je suis déjà quasiment à 120. La voiture relance très bien. Pour doubler, on n'a pas de souci. Le moteur va monter assez haut dans les tours. Mais ça va être efficace. À 100 km/h pareil. Alors on entend légèrement du bruit du vent. Il y a pas mal de vent aujourd'hui. On voit les éoliennes qui tournent assez vite. Et c'est plutôt bien sonorisé au niveau des bruits de roulement. À 100 km/h, c'est pareil, donc on les entend un petit peu, mais c'est très discret. Le bruit du moteur, comme je vous disais, à régime stabilisé, on n'entend quasiment pas. Les sièges sont plutôt confortables. Alors j'aime beaucoup avec l'Alcantara ici, plus le cuir au centre. Ils sont fermés moelleux en même temps, donc c'est bien. Et surtout, on a un très bon maintien latéral. Le GPS est bien fait. Souvent, je préfère utiliser Google Maps
ou Waze, alors que je me sers très peu de ça. Alors il y a vraiment des gens qui bossent énormément pour faire des beaux GPS sur les voitures. Je vous avoue qu'il y a pas mal. Là on a des indications, c'est joli, ils ont même mis des petites fleurs avec des arbres et tout. Ils ont fait ça bien. Comme on a ralenti, la voiture a récupéré de l'énergie pendant la phase de décélération et on est repassé en électrique. Hop, et là on va repasser sur une zone à 120 et on peut relancer sans problème et avec autant de puissance. Là on arrive dans une zone plutôt urbaine. Bien à basse vitesse. Pareil, le mode électrique va s'activer assez souvent pour pouvoir baisser les consommations. Alors là, ça me dit à gauche. J'aime bien le bruit du clignotant chez Kia. C'est agréable, c'est pas trop aigu. Au niveau de la direction, elle est pas trop assistée. Ça c'est bien. Et on a ici les différents modes aussi que l'on souhaite. Donc soit les drives, soit ça. Donc on a le mode éco ou sport. Donc là, moi depuis tout à l'heure je roule en éco. Et si je me mets en sport, on va voir un petit peu ce que ça donne. Normalement il devrait y avoir un petit peu plus de répondants. Ah oui. Oh oui, ça décolle tout de suite beaucoup plus vite. Je crois que je me suis trompé. Alors les manœuvres, pareil, hein, très facile avec toutes les caméras 360. Je sais exactement où je vais. Hop, et on voit vraiment tout. Même dans ce genre de parking, regardez, je vais m'activer mes caméras et je vais voir ma voiture pour ne pas aller frotter une jante. Ici, on a l'habitude d'avoir ça. Alors hop, elle s'est désactivée. Donc lorsque je roule doucement, je vois exactement où je mets mes roues. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, allez, petit test rayon de braquage. Hop, allez, comment ça braque? C'est pas extraordinaire. Il faut s'y reprendre un petit peu. Hop. Mais la direction reste agréable. Et après, donc selon les modes, comme je disais, donc il y a deux modes, éco ou sport. En mode éco, la direction devient un petit peu plus légère. Et ça, c'est pas plus mal. Et ensuite, donc il y a les modes terrain, snow, mud et sable. Donc snow, la neige, mud, la boue et le sable, sand. On va essayer de relancer un petit peu. Donc 120, là on est sur une autoroute illimitée. Donc tronçon illimité, ça veut dire qu'on peut rouler ici. Et ça c'est cool. Il n'y a qu'en Allemagne qu'on peut faire ça. Donc là, 150. C'est quand même sympa de rouler à 150 et en toute légalité. Et même à 150 km/h. Ça reste super agréable. Donc là devant ça se dégage. Sur une Focus, 160. Même à 160, on a autant de bruit du vent que certaines voitures à 130, 163. C'est vraiment top. Et là par contre, hop, il y a une régulation. Donc on va se calmer. On ne fait pas les fous. En Allemagne, il faut surtout bien respecter. Depuis tout à l'heure, sans me restreindre, en ayant fait un petit peu tout type de route, j'ai une moyenne à 8 litres 2. Alors ce qui est bien, c'est que c'est affiché en énorme ici. Ça vous donne une idée de votre consommation. Donc en ayant fait un petit bout d'autoroute sans limite, en ayant roulé à plus de 160, en étant dans des parkings tout à l'heure, alors vous m'envoyez un spot qui était fermé, donc malheureusement j'ai pas pu vous faire le rooftop du parking. Et voilà, sans forcément regarder à l'économie, 8 litres 2. Bon, c'est pas exceptionnel, on aurait pu faire largement mieux, mais ok, ça me va. Bon, on s'approche de la fin de journée et de la fin de cet essai. Et petit retour en ville, on va aller traverser Munich. Donc, même en ville, hein, moi j'aime bien me mettre toutes mes à la conduite. Waouh, magnifique C7 cabriolet. J'adore. En Allemagne, on voit quand même de très belles voitures. Donc là, comme vous pouvez le voir, là je touche à rien, ni aux pieds, ni aux mains. Ça s'est arrêté devant. La voiture se met en électrique dès qu'elle ralentit. Et j'arrive au feu, dans le silence le plus complet. J'ai réinitialisé le compteur tout à l'heure avant de repartir. Donc là, j'en suis à une moyenne de... Oui.
la GoPro là, elle a voulu s'éteindre parce qu'elle m'a dit qu'elle avait plus de batterie. Bon, je disais donc que j'en étais à une moyenne de 6 litres 1. Non, à une moyenne de 4 litres 2, pardon. Ça c'était la moyenne de tout à l'heure. 4 litres 3. On va essayer de se faire une petite moyenne assez sympa. Bon, on va forcément vouloir le comparer au Tucson. Et bien ça va être pour moi un petit peu comme EV6 comparé à Ioniq 5. Je pense qu'on a toujours une voiture assez confortable, mais chez Kia on aura une voiture un petit peu plus dynamique, pareil, un petit peu plus réactive que le Tucson. Le Tucson lui se voudra un petit peu plus confortable, donc ce sera plus filtré, sera un petit peu plus mou, alors que celle-ci, même là je suis en mode éco, et ben c'est vraiment une direction qui est très sympa. Ça filtre toujours bien. Oups, en vous disant ça, j'ai raté ma sortie et je suis dans les bouchons, donc je me rajoute encore un petit peu de trajet. C'est pas très grave, j'aurais redû sortir ici, c'est pas très grave. Il faut que j'arrête de faire n'importe quoi et de vous parler et de pas regarder le GPS, parce que là, je me suis rajouté un bon bout de route, je crois. Écoutez, là on a 50 km/h dans mode électrique. Qu'est-ce que c'est calme, qu'est-ce que c'est apaisant. On entend juste un petit peu ce qui se passe autour, mais quasiment pas de bruit de roulement, pas de bruit moteur parce qu'on est en électrique. Ça conduit tout seul en plus. C'est juste magnifique. Pour la ville, c'est top. 4 litres 6 de moyenne pour un SUV. C'est quand même vraiment pas mal. Waouh, il y a de belles voitures par ici. Chaque fois que je ralentis, ça reste en élec. Et si je redémarre le moteur, là le moteur a démarré. Comme vous entendez. Ah, il s'est recoupé. Ça reste quand même très silencieux. Bon, et vous choisiriez quelle motorisation? Est-ce que vous êtes plutôt diesel? Gros rouleur, je fais beaucoup de routes, je me prends diesel. Est-ce que vous dites essence? Parce que bon, essence, ça reste quand même plus confortable, le bruit est plus joli. Est-ce que vous dites hybride? Parce que hybride, c'est cool pour tous ces avantages, ça consomme moins, c'est plus agréable au quotidien, à l'arrêt. Il n'y a pas de bruit, alors même si les micro-hybridations, ça le fait aussi, mais ça repart pas comme ça en full élec où il n'y a pas vraiment des périodes électriques. Ou est-ce que vous êtes vraiment hybride rechargeable, où on se dit, voilà, tous les jours je peux aller au boulot, aller-retour sans problème en full élec, puisqu'on peut rouler jusqu'à 60 km en full électrique, et jusqu'à 140 km/h, donc on peut faire de l'autoroute et autres en full électrique. Quel serait votre choix? Personnellement, si je pouvais, que j'avais une prise à domicile, je prendrais l'hybride rechargeable, parce que c'est vraiment cool pour le quotidien. Ça consomme plus quand il n'y a plus de batterie, mais on se dit combien de fois dans l'année on fait des gros trajets. Dans mon cas actuel, n'ayant pas de prise chez moi, j'ai une borne dans ma rue, mais à chaque fois ça m'oblige à aller dans la rue, prendre la trottinette électrique, à ramener la voiture, etc. Pour le moment c'est contraignant pour moi, donc je prendrais plutôt ce genre d'hybride simple, puisqu'au final c'est beaucoup plus pratique. Vous n'avez pas besoin de la brancher tout le temps et on a des consommations franchement raisonnables. On n'a pas besoin forcément d'avoir une hybride rechargeable, même si hybride rechargeable c'est très agréable si vous avez une prise à la maison et que vous pouvez recharger tous les soirs ou au bureau pour vraiment rouler gratuitement. Après, la différence de prix, si c'est pour l'économie pécuniaire, avant de faire la différence qu'on va avoir entre une hybride et une hybride rechargeable, il va falloir en faire beaucoup des kilomètres en full électrique. Mais pour moi, actuellement, les hybrides rechargeables, vu les prix, ça reste surtout une question de confort au quotidien plutôt qu'une question d'économie, ou si vous êtes vraiment écolo. Mais après voilà, ça se discute un petit peu ce côté écolo en ce moment. Et on a quand même le mode sport pour lorsque le feu va passer au vert. Alors petit détail que j'aime beaucoup, allez c'est vert. Ça bombarde. Ça va très vite, hein. Ça accélère vraiment bien. Alors un truc que je trouve vraiment cool, c'est que là le soleil va se coucher et mon fond d'écran est en train de mettre des très belles couleurs de coucher de soleil. Et qu'est-ce que c'est beau, ça c'est des petits détails que j'adore. Un coucher de soleil, la journée il faisait beau, beau ciel bleu, des paysages, et là j'ai paysagé avec une ville au fond, avec des champs et un coucher de soleil.
j'adore. C'est le genre de petite attention qui coûte pas grand chose à une marque, mais qui apporte tellement. En fait, c'est des petits détails. Alors, c'est des petits trucs qu'on dit, hey, t'as vu? Regarde le soir ce que ça fait. Alors, il faudra voir si de nuit ça le fait ou pas. Alors là, je vais aller rendre la voiture, je vais pas la voir de nuit. Mais c'est ce genre de petits détails pour moi qui comptent. Bon, alors, ce Kia Sportage, cette nouvelle génération, qu'est-ce qu'on en pense? Bien, comme son cousin, hein, moi j'ai beaucoup aimé. Bel effort sur le design, bel effort sur l'intérieur. On a vraiment l'impression d'être monté en gamme comparé aux anciens. Les anciens, en fait, d'un coup, ils paraissent vraiment très très vieux. On a l'impression qu'ils se prennent 10 ans d'un coup. C'est une bonne chose pour cela, c'est une mauvaise chose pour les autres, malheureusement. Alors, il y a encore quelques bonnes affaires à faire d'ici la fin de l'année sur les anciens, puisque cela arrive à très grands pas. Normalement, pas trop de délai de livraison, c'est fabriqué en Europe. Je conseille vraiment aux gens qui veulent changer de voiture, parce que ça reste quand même un très bon compromis. Au niveau des tarifs, comme on disait, à partir de 29 990 €, donc 30 000 €, ou jusqu'à 51 000 en gros pour une version PHEV. On est dans un tarif raisonnable comparé à la concurrence, parce que de mémoire, hein, le 3008 que j'avais essayé, qui faisait 300 chevaux, donc un poil plus que ça, avec une version hybride rechargeable, était à 57 000 € quasiment, donc on est quand même bien au-dessus. Un Tiguan, on est encore au-dessus. Et le Tucson, bon, ils se bataillent un petit peu tous les deux. Après, il y a d'autres voitures qui seront un petit peu du style. Par exemple, là, le Lynk & Co que j'ai essayé récemment, qui lui est moins cher. Par contre, bon, on n'a pas de réseau comme chez Kia. Par exemple, là, chez Kia, on a quand même le réseau distributeur, etc. Après, c'est à vous de choisir. Au niveau des motorisations, là, on a pas mal de choix. On a le choix de la personnalisation. On a des nouvelles couleurs qui sont arrivées. Le vert est très sympa. J'aime beaucoup. Ou les bleus, ça change. J'aime bien avoir quelque chose de différent. Au niveau des points négatifs, franchement, j'ai du mal à trouver énormément de points négatifs à cette voiture parce que ça reste vraiment un très bon compromis. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires puisque, franchement, en toute objectivité, il n'y a pas grand-chose qui manque à cette auto parce qu'elle a les aides à conduite, elle a tout le confort nécessaire, elle est plutôt confortable, elle est plutôt silencieuse, elle a toutes les motorisations, donc on ne peut rien lui reprocher. Elle a de la puissance. Au niveau des consommations, vous avez vu 7 litres environ, donc 6 litres 9 sur le gros trajet réalisé, 8 litres lorsqu'on y va un petit peu plus fort sans forcément regarder. C'est correct pour un SUV, je trouve. Après, à vous de vous faire une opinion dessus. N'hésitez pas à aller l'essayer, c'est la meilleure façon de se faire une idée sur une voiture. La seule chose qui pourra vous faire aimer ou ne pas aimer cette voiture, je pense que c'est le design parce que c'est quand même assez marqué. Il faut voilà, avoir un caractère affirmé dans les voitures de nos jours et c'est vrai que là on reconnaît vraiment avec les feux triangles, etc. Donc c'est peut-être la petite chose qui fera en sorte qu'on aime ou on n'aime pas cette voiture pour moi. Sinon, bah, on n'a pas grand chose à lui demander en plus. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre dans les commentaires ce que vous avez apprécié. Est-ce que vous choisiriez celle-là ou un autre modèle de la gamme ou chez une autre marque et pourquoi? Comme ça, ça me permet aussi de me faire une idée des raisons pour lesquelles vous choisiriez autre chose. Bon, je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Ciao!